La mythologie est morte et enterrée, mais je vous apporte la preuve du contraire là, dans un article qui vient de paraître cette semaine dans la presse, dans le supplément Plus de la presse, où il est dit que les Québécois risquent de perdre leur âme. Alors je vous lis en substance cet article-là. Voilà ce qu'il y est déclaré. Les Québécois sont en train de perdre à toutes fins utiles leur mythologie. Cette imagerie forte qui faisait jusqu'à tout récemment leur spécificité, l'âme québécoise risque de se perdre bientôt dans le magma américain. Il deviendrait alors en quelque sorte un sous-produit de l'Amérique. Tel est du moins l'avis du docteur X, psychiatre pour qui les peuples, pour vivre collectivement, doivent se fonder sur des mythes positifs, sur de grandes images de référence exaltantes. Les Québécois d'aujourd'hui, signale-t-il, n'ont pratiquement plus de mythologie bien à eux. Ils n'ont plus rien sur quoi faire reposer leurs rêves vitaux. Ils refusent de se fabriquer leurs propres mythes. Dans cette veine, ils s'adonnent à un refus hostile du passé. Faire ainsi table rase, dit-il, est bien dangereux, car il n'y a plus rien sur quoi faire reposer un projet de vie commune. Il ne reste plus, explique le professeur, qu'un mythe de fondateur très pauvre, c'est-à-dire une imagerie de développement de constructeurs un peu frimée. Il partage absolument les remarques faites il y a 2 ans par Fischer au sujet des Québécois dans son livre Le chat-oiseau. Dans ce document, dit-il, le goût des Québécois de s'envoler toujours vers l'ailleurs est bien décrit. Cette tendance vient justement du fait que notre peuple ne peut plus faire asseoir sa vie sur ses propres mythes. Les Américains, eux, avec leur technologie, et les Français, avec leur riche histoire, possèdent ces points de référence qui sous-tendent l'action et qui poussent vers la joie et l'espoir. Le médecin signale d'une manière toute particulière que le délire des malades mentaux québécois porte beaucoup plus souvent qu'en Europe sur les thèmes religieux et féministes. Les Québécois, selon lui, malgré ce qu'ils pensent, n'ont pas encore intégré le religieux. L'Europe, elle, a depuis longtemps réglé ses comptes avec la religion, et cela n'est plus sujet de blocage émotif. Au Québec, au contraire, le domaine religieux a été l'objet d'un refoulement actif. Le religieux revient alors à la surface par des moyens détournés, inopinément, par le moyen d'une bureaucratie autoritaire qui a remplacé les curés, par une présence policière très lourde et très encombrante, d'une part, et par un féministe rageur qui fout toute la mythologie en l'air. D'autre part, le féminisme québécois relève ainsi du sacré et ne peut bénéficier du contrepoint efficace de l'humour. En France, on rigole des féministes, ici non, lance le médecin. Je pense que je vais m'arrêter là. Les Québécois risquent de perdre leur âme. Pas l'air de le déranger. Les Québécois ont fait table rase de la mythologie, c'est ce que reproche ce psychanalyste psychiatre. C'est dangereux, paraît-il. Pourtant, on se promène toujours avec des plaques où il y a marqué dessus « Je me souviens ». Pour un pays qui s'attaque à la mémoire, c'est quand même un paradoxe. Quelle remarque ça apporte de votre part, cet article? J'aime ça, c'est très révélateur. On en apprend beaucoup par des silences imposants. Pour apprécier ce qui se passe au Québec, il faut quand même donner au peuple québécois une certaine marge de temps. Et pour ceux qui aiment les choses occultes, le peuple québécois, c'est un peuple initiatique. Un peu comme le peuple juif était un peuple initiatique. Et
c'est évident que le peuple québécois, la masse québécoise, à travers tout le système d'information, va subir au cours des années, des prochaines années, une pénétration profonde de nouvelles données. Et ces nouvelles données vont créer de plus en plus de ce changement dans la psychologie foncièrement grégaire du peuple. Donc, si nous regardons la mutation, la transformation du peuple québécois sur une base de 2-3 générations, et en fonction de ce qui se passe occultement au Québec, ce qui se passe dans le monde, quand je dis occultement, je veux dire des forces préparatoires à l'évolution, à la transformation des relations entre les nations, il est évident que le peuple québécois va démontrer des signes avant-coureurs d'un changement de conscience qui va énerver tout le monde. Qui va énerver tout le monde. Oui, oui. Parce que quand on parle des psychologues ou qu'on parle des psychiatres qui avancent des théories observatrices, ils observent. Observer ce qui se passe dans une nation, c'est une chose, mais comprendre ce qui se passe en est une autre. On peut regarder ce qui se passe au Moyen-Orient. Il n'y a personne qui comprend rien du tout, là, c'est vrai. Alors, il y a une très grande... D'ailleurs, je voudrais parler sur ceci. La différence entre observer et comprendre. Aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, c'est très important pour l'homme de comprendre ce qu'il observe. S'il ne fait qu'observer et qu'il ne comprend pas, bien, évidemment, il vit la déprime. Et elle peut être grave, la déprime, parce que il y a quand même des événements qui se produisent aujourd'hui qui ne sont pas aussi normaux que ce que nous vivions auparavant, malgré qu'il y a toujours eu de l'abnormalité. Les masses aujourd'hui, l'homme, les médias sont assujettis à une suite d'événements chocs. Et ça, toute l'humanité va le vivre. Vous regardez les nouvelles dernièrement. L'humanité va vivre des événements qui, cosmiquement parlant, ne sont pas compris, mais qui, sur le plan d'observation, vont créer, vont froisser, vont créer beaucoup d'inquiétudes chez les parlementaires. Et quand je parle des parlementaires, je ne parle pas simplement des parlementaires au Parlement, je parle de ceux qui parlementent dans les journaux. Et l'homme aura besoin de beaucoup de savoir. L'homme aura besoin de beaucoup de points de référence au fur et à mesure où il arrivera vers la fin du cycle. Mais lorsque nous parlons de l'homme, nous ne parlons pas nécessairement de l'humanité. L'homme, pour moi, ne fait pas partie de l'humanité. L'homme conscient, l'homme nouveau ne fait pas partie de l'humanité. Il a un corps, comme les membres de l'humanité ont un corps, mais il n'a pas le même esprit. Donc, il ne réagit pas de la même façon vis-à-vis le terrorisme, vis-à-vis Air India. Ce qui se passe, c'est normal. C'est écrit. Et ça, c'est de la petite bière. Donc l'homme conscient sait très bien que l'humanité est en voie aujourd'hui de profonde transformation qui amènera éventuellement l'humanité à un nouvel équilibre. Mais aujourd'hui, l'humanité est dans une phase de transition où le déséquilibre est la règle du jeu. Et le déséquilibre, il fait partie de toute l'accumulation énorme des forces karmiques de l'humanité. Et de ceci, de cette phénoménologie globale, ressort ou ne peut ressortir que de la conscience individualisée, où, quel que soit ce qui se passe dans le monde, l'individu n'en souffre pas. Donc, ce que ce médecin dit concernant la province de Québec, qui a renié ses mythes, qui s'éloigne de sa religion, ainsi de suite,
c'est juste, en tant qu'observation. Mais et aussi c'est dangereux. Mais le dangereux veut dire quoi? Quand un psychologue dit c'est dangereux, avez-vous déjà vu ou entendu parler d'un peuple qui a disparu parce que c'était dangereux? Les peuples se transmutent. Les peuples sont comme du matériel plastique. Donc, le peuple québécois, à travers ce qui se passe, transmute rapidement, se développe rapidement, et il supporte beaucoup plus la disparition des mythes que les psychologues. Les psychologues ont besoin des mythes, des mythologies pour mesurer le comportement humain, aussi pour mesurer les lésions dans le corpus québécois. Ils veulent savoir jusqu'à quel point l'absence de mythes crée des lésions dans la psyché québécoise. Mais dans le fond, le peuple québécois, le seul problème qu'il a, c'est un problème économique. Et tous les peuples ont un peu... C'est normal. Il y a tellement de changements aujourd'hui. Donc, le peuple québécois est en train de développer une identité. Elle est lente, cette identité. Donc, ça crée des problèmes. Mais, est-ce qu'on regarde le peuple québécois ou est-ce qu'on regarde les individus québécois? Moi, le peuple québécois, qu'il aille par là ou par là, moi, ça ne change rien à ma vie. Mais, s'il y a des individus québécois qui naissent, qui prennent racine dans leur propre être, ça, à ce moment-là, c'est phénoménal. Et je puis vous assurer que, comme nulle part au monde, le début de l'individualité intégrale se fera au Québec. Et elle se fait au Québec. Elle naît au Québec. Et à cause de cette individualité, ce que la masse québécoise vit en parallèle, inconscient, c'est bon. Le peuple québécois, même s'il s'allie, par osmose, s'il s'allie avec l'Amérique, ça fait partie des forces cosmiques qui travaillent à travers la conscience sociale de ce peuple-là. Ce sont ceux qui veulent maintenir le contrôle, ceux qui veulent être parentales, ceux qui veulent être les autorités, ceux qui veulent le pouvoir, qui s'inquiètent. Où va aller le peuple québécois? Il va-t-il se marier avec l'Ontario pour avoir un fils bâtard? Ou est-ce qu'il va se marier avec les Américains pour avoir un enfant riche? Alors, ces questions-là d'ordre psychologique sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir, d'observer ce qui se passe, mais ce n'est pas parce qu'on observe ce qui se passe qu'on comprend. Et ça, c'est très dangereux quand on peut observer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Parce qu'il se passe tellement de choses, on observe tellement de choses qu'éventuellement, on vit une sorte de désorientation. L'aiguille de notre compas, elle devient folle. Mais ça fait partie de l'évolution. Et de l'évolution, ça fait partie du choc de deux mondes, ça fait partie du choc de deux vies, ça fait partie du choc de deux époques. C'est très normal. C'est très normal. Très normal. Ce que nous devons considérer, c'est l'évolution de l'individualité. Et les hommes qui en sont arrivés à une conscience individualisée, quel que soit ce qu'ils observent dans le monde de l'économie, dans le monde de la politique, dans le monde de ci ou de ça, ils n'en seront pas affectés. Et la clé de l'homme nouveau, elle est là. Tant qu'un homme est affecté par ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il n'a pas la conscience suffisamment développée pour pouvoir se libérer de ce qui se passe dans le monde et qui l'affecte émotivement. Il y a aujourd'hui des problèmes, par exemple, en Arabie avec les otages, il y a Air India. Vous n'êtes pas dans l'avion. C'est pas vous qui êtes dans l'avion. Si vous étiez conscient, vous ne seriez pas dans l'avion. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez pas être dans l'avion. Ça va être une échelle de mesure de la conscience. C'est la seule. Moi, quand je vais en avion, je me demande, c'est correct? Ça me dit, c'est correct, je m'en vais. Si ça me dit, si moi je me dis, faut pas que j'y aille, j'y vais pas. Ensuite, je la regarde descendre dans les eaux. C'est ma prérogative. C'est ma prérogative. Ça fait partie de ma conscience. Donc, les hommes ont tous de la conscience en potentiel. C'est aux hommes d'en arriver à pouvoir saisir
ce mouvement subtil de l'intelligence supramentale en eux. Et pour ce, mais on l'a déjà expliqué, il faut que l'homme en arrive à pouvoir supporter la solitude de ce qu'il sait. Si l'homme est capable de supporter l'individu, l'homme nouveau est capable de supporter la solitude de ce qu'il sait, même si les mythes tombent et que les religions s'effondrent et que d'autres religions se forment et se reforment, pour lui, ça ne change rien. Ça fait partie de l'évolution, la continuité de l'évolution de la 5e race racine. Ça n'a rien à faire avec l'évolution de la 6e. Donc, c'est un peu comme... on vit un peu aujourd'hui, sur le plan social, mondial, un peu la même terreur qu'on pourrait vivre vis-à-vis de la nature. Vis-à-vis de la nature, on voit les volcans qui sautent, les rivières qui changent de place, qui changent de lit, et pourtant, on continue à bâtir nos maisons. C'est la même chose au niveau de l'histoire, au niveau des conflits aujourd'hui qui sévissent. Ce n'est que dans son individualité intégrale que l'homme devient un intouchable. À partir du moment où il vit une conscience collective grégaire, il est touchable. Il est touchable. Et s'il est touchable, il est affectable. Et s'il est affectable, il est incorporable. Et s'il est incorporable, à ce moment-là, on lui crée des mythes pour qu'il soit bien dans sa peau. C'est comme ça que ça fonctionne. Voulez-vous connaître la conclusion? Oui. Ouais. On peut faire deux constatations au sujet du caractère québécois, conclut le médecin. Les Québécois sont en train d'uniformiser leur vécu comme en milieu socialiste, au point où cela est générateur d'ennui. Et puis ils sont si transparents dans leur vécu qu'il ne leur reste pratiquement plus d'identité personnelle. Le mystère de ce qui doit rester caché dans la vie, ce qui doit être opaque, n'apporte plus son appui. Il ne reste plus rien ici, comme en Europe, de l'espace personnel privé, de l'admirable mystère de l'homme. Oh. Je vais vous parler de l'Europe. Ça va vous faire comprendre le Québec. L'Europe, c'est un pays qui s'est créé une âme synthétique. L'Europe a perdu son âme, elle a perdu l'âme des jeunes années, elle a perdu l'âme des périodes, des épopées, elle a perdu l'âme des époques où il devenait intéressant pour l'Européen de contester sur le plan de l'idéologie et de vivre de la définition du marxisme ou du capitalisme ou de l'existentialisme ou de ci ou de ça. Autrement dit, l'Europe, pendant plusieurs années, jusqu'à très dernièrement, s'est masturbée intellectuellement et elle a voulu se donner une image qui était de la culture. Donc, aujourd'hui, elle veut, et elle a essayé, grâce à ce grand Charles de Gaulle, d'exporter de la culture au Québec. Et elle s'est aperçue que la culture européenne au Québec, on s'en fout, parce qu'on a une autre culture qu'on est en train de développer, mais dont on ne connaît pas encore la forme. Donc, de temps en temps, il y a des chanteurs, des artistes d'ici qui s'en vont en Europe et qui amènent de la culture qui se recherche. Et les Européens qui ne sont pas habitués à cette sorte de culture, ils la trouvent intéressante, la culture québécoise. Mais ils la trouvent intéressante pour une chose, parce que ça leur permet, les Français, de ne pas être seuls au monde. Donc, Québec, pour les Français, c'est un peu comme un petit frère quelque part qui va arriver un jour et va dire, écoute, il y a un lien entre nous autres. T'es pas tout seul. Inquiète pas. Tu vas au-delà des mers. Si c'est pas au Québec, c'est en Louisiane. La France n'aime pas être seule. Elle veut être regardée. Elle est narcissique. Elle aime le miroir. Elle aime la flatterie de sa langue. Quand le Français parle, il s'écoute parler. Bon. Alors, et tout ceci permet à la France de continuer à maintenir une certaine mainmise sur l'évolution de la culture française. Et il se produit un phénomène au Québec. Au Québec, depuis quelques années, le peuple a mis un peu de côté, le jeune peuple a mis un peu de côté le côté archaïque de la religion, et a commencé à investiguer un peu les aspects marginaux de l'irreligion. Et il a trouvé dans ceci
un intérêt qui est encore extrêmement lézardé par des émotions et très lézardé par des illusions, ainsi de suite. Mais il s'est créé dans la province de Québec un fonds d'information particulier à la province de Québec. Et ce fonds d'information qui est nouveau et qui s'étend de plus en plus commence à chicoter les oreilles parlementaires. Ça les énerve. Parce que ce nouveau fonds d'information, il déchire les mythes, il fait sauter les bébés éprouvettes des idéologies anciennes qui veulent travailler avec une masse nouvelle. Et aujourd'hui, on se retrouve au Québec comme un peuple qui est à la fois nouveau et à la fois ancien, mais qui devient de plus en plus nouveau. Et les gens qui étudient socialement, psychologiquement l'évolution d'une nation s'aperçoivent qu'au Québec, rien ne marche. Les paramètres qui aujourd'hui sont bons, dans 2 ans sont plus bons, dans 5 ans sont plus bons. On ne peut pas fixer la conscience québécoise. On ne peut pas dire, bon, mais dans 20 ans, le Québécois, il s'en va par là. Et ça fait partie de la richesse, de la spontanéité du Québécois. Le Québécois, c'est un grand peuple, c'est un beau peuple, c'est un peuple naïf, c'est encore un peuple très spirituel, qui est encore lié à sa mythologie, et qui, un peu comme le peuple japonais, se voit obligé de restreindre son affection pour la mythologie s'il veut aller quelque part. Et ça, naturellement, ça énerve les chefs d'œuvre. Ça énerve ceux qui franc-maçonnent. Ça énerve ceux qui veulent maintenir le pouvoir. Et nous savons très bien que tous ceux qui sont le produit des grandes études qui ont des liens avec les centres de recherche, qui ont des liens avec des niveaux d'autorité, que tous ces gens-là se tiennent ensemble comme des grappes de raisin. Ils sont tous des raisins. Ce sont de beaux raisins. Mais ce n'est pas contre le raisin que l'on parle. Nous parlons de la terre, d'où viennent les raisins. Et il s'agit que la terre québécoise, c'est une terre différente. Les raisins poussent différemment et malgré eux-mêmes. Le psychologue québécois, il est obligé d'être un raisin différent des raisins français, différent des raisins allemands, différent des raisins américains. Parce que la terre québécoise, elle est différente. Elle a un taux d'acidité qui est différent. Donc, vous allez voir dans 10-15 ans que ces bonhommes, ces sociologues, ces psychiatres, ces psychologues vont devenir des raisins très, très nouveaux. Parce que, justement, ils seront nés d'une terre neuve. Ils seront nés ou ils seront placés dans des courants ou des contre-courants qui sont réellement infâmes dans d'autres pays. Ils seront obligés de faire des analyses qui frustreront leur diagnostic. Ils seront obligés de faire des analyses qui ne seront pas facilement assimilables parce que le peuple québécois possède une identité qui est particulière à lui-même. C'est un peuple initiatique. Et tout peuple initiatique ne se comporte pas comme les autres peuples. Même si au niveau de la masse, il ne le réalise pas, à travers les énergies qui fusionnent, qui se diffusent, qui pénètrent les consciences de ces hommes, il y a quelque chose de différent qui se rend historiquement concevable et historiquement observable. Donc le peuple québécois, c'est un peuple particulièrement différent du reste des autres peuples en Amérique. Et c'est sa force. Et aussi sa démesure. Mais la démesure, elle dure un certain temps. Ensuite, on ajuste. Parce que ce n'est pas un peuple suicidaire. Il y a beaucoup de stabilité psychologique dans le peuple québécois, beaucoup plus qu'on pense. Malgré qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité, donc beaucoup de possibilités de subir l'émotivité historique de l'événementiel. Alors ceux qui font des analyses du peuple québécois, qui font des observations du peuple québécois, ils font de bonnes observations. Mais il s'agit de comprendre ce que l'on observe si on veut donner à ce que l'on observe une valeur créative, au lieu de simplement lui donner une valeur mémorielle, une valeur qui réfléchit le passé, une valeur qui est fondée en relation avec le passé, et qui automatiquement crée dans
le public qui reçoit de l'information, de la tristesse, de l'amertume, ou chez les parlementaires, de l'inquiétude politique. Un peuple, c'est une masse d'énergie extraordinaire. Et quand un peuple explose, quand un peuple se rend un peu plus à sa conscience, il fait des choses qui, naturellement, sont mal remarquées. Regardez la Révolution française. Si on peut donner une chose à la France, c'est la Révolution française. Si le monde occidental peut donner une chose à la France, c'est la Révolution française. Mais la Révolution française, elle a été faite par qui? Elle a été faite par des initiés. Elle a été amenée par des initiés, ensuite elle a été soutenue par les masses. Mais ce sont des initiés qui ont créé la Révolution française. Donc on ne peut pas aller en Russie tsariste, on ne peut pas aller en monarchie anglaise ou dans d'autres pays demander l'avis des souverains s'ils sont d'accord qu'il y ait en France une explosion qui risque de mettre le système monarchique européen sur le cul. Vous comprenez? Donc il y avait dans la conscience française quelque chose, il y avait une énergie, il y avait une force qui a donné aux peuples mondiaux une capacité finalement de se libérer du féodalisme, de se libérer de la monarchie qui exploitait le peuple et qui se vantait d'être supérieur et divinement doué, pour finalement laisser entrer dans le monde l'ombre de la démocratie. Donc chaque peuple a une fonction. Nous devons un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un livre et je décrirai la personnalité des nations. Qu'est-ce que le Japon? Qu'est-ce que l'Allemagne? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que l'Angleterre? Qu'est-ce que le Brésil? Qu'est-ce que l'Israël? Qu'est-ce que les peuples arabes? Qu'est-ce que l'Inde? Chaque peuple a une fonction psychique créative sur une planète. Et le mouvement, l'interrelationnel entre ces peuples est équivalent à l'interrelationnel psychique entre deux personnalités humaines. Les peuples ont des points forts, ils ont des points faibles, ils ont des qualités, ils ont des défauts. La diplomatie aide à un peu neutraliser ces forces qui créent à l'intérieur des peuples une conscience qui souvent souffre. Donc, chez le Québécois, nous devons, chez le Québécois, commencer à regarder ce qu'il y a de puissant, de fort, de créatif, même d'impulsif pour le moment, pour commencer à voir la trajectoire, la lignée de notre évolution, au lieu de regarder simplement les tableaux, les éphémérides, qui nous indiquent que le peuple québécois est en voie de révolution psychologique, qu'il perd son contact avec la religion, qu'il perd le contact avec ses pères spirituels, qu'il perd le contact avec ses mythes. Il ne s'agit pas pour nous, quand vous regardez un enfant qui grandit ou un jeune qui, à un certain moment, vit une crise et s'en va dans cette direction, il ne s'agit pas de le mettre à terre, il s'agit de regarder dans quelle direction il va, de comprendre pourquoi il s'en va par là. Donc nous avons, en tant que hommes faisant partie d'une société québécoise, en tant qu'hommes qui travaillons à l'intérieur de la société québécoise, nous avons à voir et à sentir le peuple, et à sentir et à voir où le peuple s'en va, et aussi à comprendre des courants psychiques qui, lentement, d'une façon subtile, formulent la conscience un peu plus loin d'un peuple qui, aujourd'hui, en arrivera demain à prendre conscience de choses, qui laissera l'Europe en arrière, et qui laissera l'Amérique en arrière, et qui laissera les Indes et l'Afrique et l'Amérique du Sud en arrière. Parce que le peuple québécois, c'est un peuple initiatique. Et tous les peuples initiatiques sont régis par des forces qu'ils ne comprennent pas. Ils sont régis par des forces qui, dans le passé, leur étaient infusées à travers une mythologie, à travers une doctrine religieuse, à travers une sorte de prophétie. Tandis que demain, le peuple québécois vivra son messianisme à travers l'explosion dans le monde de cette province, après l'an 2000, de la vigueur d'une science qui n'a jamais été conçue, même aujourd'hui, sur le plan de la technologie et de la technocratie hydro-québécoise. Donc, l'homme doit comprendre ce qui se passe, il doit voir ce qui se passe, il ne doit pas constamment faire référence à des sautes d'humeur qui font partie de la scission de la vieille âme avec l'âme nouvelle, du vieux mémoriel avec la conscience nouvelle. Le peuple québécois est un peuple qui est en train de s'affranchir, et qui est en train de s'affranchir comme aucun peuple sur la terre ne l'est aujourd'hui affranchi. Donc, pour les psychologues, les sociologues et les psychiatres qui s'énervent, il s'agit simplement de bien observer, et non simplement d'observer ce qui se passe dans la province de Québec, mais d'observer ce qui se passe en eux, qui reflète ce qui se passe dans la province de Québec. L'homme n'est pas séparé de la société,
mais l'homme a accès à une sorte d'intelligence individuelle qui lui permet de facilement comprendre le social. Si un homme est capable individuellement de comprendre et de savoir un autre homme, imaginez ce qu'un homme peut savoir d'une société, peut savoir de ses courants, de ses émanations, de ses évolutions, de sa trajectoire. Ensuite, là, vous pouvez prendre une plume et écrire dans un journal et dire que, effectivement, le peuple québécois, d'après nos observations, est en voie de changement profond. Il est en voie de transmuter d'une façon lente, mais suffisamment rapide, une relation émotive avec un archétype spirituel. Finalement, pouvoir se représenter au monde politique, au monde de l'économie, au monde de la sociologie, avec des idées neuves, comme nous pouvons le sentir et comme nous pouvons le ressentir chez certains hommes dans la province de Québec, autant dans la politique que dans l'économie, que dans la sociologie, qui commencent à ne pas penser comme tout le monde pense. Cette prise de conscience-là se fait aussi au niveau des femmes. Ah, mais effectivement, on blâme le féminisme. Oui. Écoutez, ils disent là qu'ils se prennent au sérieux. Vous savez, moi je viens de rencontrer une dame tout à l'heure qui m'a dit quelle heure est-elle? Ça traduit bien, je pense, il a dû rencontrer la même personne. Il y a un peu d'exagération, mais il y a quand même un peu d'humour là-dedans. Écoutez, d'abord il faut faire une chose. Si nous parlons d'évolution, il faut parler toujours d'évolution sur deux plans. Maintenant, nous pouvons commencer à parler d'évolution sur deux plans à la fin du XXe siècle. Il y a l'évolution sur le plan individuel, intégral. Et il y a évolution sur le plan social. Éventuellement, il y a réellement séparation des deux, mais respect de l'un pour l'autre. Okay. Si nous regardons l'évolution de la province de Québec, sur le plan des femmes, remarquons que les femmes au Québec ont été assujetties à la domination et à l'autorité mâle autant que les femmes européennes. Seulement, les femmes au Québec n'avaient pas et ne possédaient pas la capacité de se manifester en parole autant que les femmes européennes. Donc, l'évolution du féminisme au Québec s'est faite tard. Et aujourd'hui, les femmes québécoises sont en train de prendre conscience, sur le plan social, du besoin d'appartenir, comme les hommes, à une machinerie qui sert à les nourrir, qui sert à leur donner ce qu'ils ont de besoin. Naturellement, sur le plan social, collectif, il y a toujours et il y aura toujours des abus. La femme féministe fera des abus. Il y aura des abus dans d'autres domaines. Les abus font partie de la conscience involutive d'un peuple. Mais ces abus font partie de l'expérience aussi des individus. Et à un certain moment, il y aura des femmes féministes aujourd'hui qui deviendront demain créatives, qui n'auront plus besoin de cette forme d'identité de féminisme pour être bien dans leur peau. Donc, le féminisme aujourd'hui, c'est une forme de béquille, comme la religion a déjà été une forme de béquille, comme l'affectation pour certaines partis politiques, idéologiques, est une forme de béquille, mais l'homme prend de l'expérience. À partir du moment où des femmes féministes deviendront conscientes, à ce moment-là, elles seront libres, mais elles ne seront plus attachées psychologiquement au féminisme. Comme l'homme nouveau, comme l'homme conscient n'est pas attaché psychologiquement à l'économie, qu'on n'est pas attaché psychologiquement à la politique, comme il n'est pas attaché psychologiquement aux conditions sociales. Il est libre, mais il travaille en relation avec. Il est bien avec. Si la politique, ça fonctionne mal, parce que c'est un pays qui n'a pas le cerveau de se donner un parlement qui est intelligent, il est libre pour partir. Si l'économie fonctionne mal, il est libre d'aller ailleurs. Si la sociologie, les aspects sociologiques lui déplaisent, il est capable d'aller ailleurs. L'homme conscient et libre, la Terre est sa planète. La Terre est sa patrie. Mais, comme il est né au Québec, comme il a des attaches, comme il y a chez lui quelque chose de valable, il s'occupe, lui, de le vivre tant que ça fait son affaire.
Mais l'homme conscient n'ira pas se combattre dans le politique, ou l'économique, ou le sociologique, parce qu'il n'a plus de temps à perdre. Parce que l'homme conscient ne peut pas travailler sur le plan de la conscience collective. S'il le fait, il va le faire par voie interposée. Il va le faire d'une façon anonyme. Alors, anonymement, oui. C'est plaisant de travailler dans une société quand on est anonyme. Mais aller faire du porte-à-porte pour parler de ce que l'on sait à des masses qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils font partie d'un autre âge, c'est de la stupidité. C'est de la stupidité. Donc, le féminisme au Québec, il était nécessaire, comme il est nécessaire dans tous les pays. Ça fait partie de l'évolution sociale. Ça ne fait pas partie de l'évolution individuelle. Ça ne fait pas partie de l'évolution de la conscience de l'homme. Ça fait partie de l'évolution de la conscience grégaire de l'homme. Donc, il y a des féminismes aujourd'hui qui sont aussi pognés dans leur féminisme que d'autres qui ne le sont pas, le sont dans leur absence. Passer de gauche à droite, ça ne change rien. Ce n'est pas de la conscience, c'est simplement de l'expérience, fondée sur un besoin émotif de se sécuriser. Mais l'homme ne peut pas se sécuriser vis-à-vis le social. L'homme doit se sécuriser vis-à-vis lui-même. Donc, nous sommes obligés de donner au féminisme sa valeur, sa fonction sociale évolutive, comme nous sommes obligés de donner aux révolutions leur valeur sociale évolutive. Mais un homme conscient ne va pas aller faire la révolution. Un homme conscient ne va pas aller faire la guerre. Mais les guerres, les révolutions, tout ceci fait partie du karma de l'humanité, fait partie du karma de l'individu. Et quelle est la fonction du terrorisme international? La fonction du terrorisme international, sur le plan cosmique, c'est de forcer les peuples occidentaux à s'unir, afin de briser la politique nationaliste qui a été imposée par l'Europe, qui a été copiée sur la monarchie d'une façon psychologique et qui empêche le monde moderne de se développer un gouvernement mondial. Le terrorisme, je ne dirais pas ça au terrorisme, il serait trop content, mais le terrorisme, c'est le choc, un des grands et des derniers chocs qui va servir à unifier finalement les gouvernements, les nationalités, autrement dit, ce que j'appelle moi les personnalités politiques des nations, pour leur finalement casser les gosses, pour qu'ils en arrivent, ces peuples, ces présidents, ces parlementaires, ces organismes, à fonder réellement un gouvernement qui, mondialement, est au-dessus de la stupidité naïve et de l'impotence archaïque des Nations Unies. C'est ça la fonction du terrorisme. Donc ça prend un ennemi commun pour regrouper... Ben oui, là, si on vient me dire, ça il faut garder ça dans la salle, si on vient me dire, mais vous êtes... Ça, ce sont des questions stupides que des gens stupides peuvent me poser. Mais vous êtes pour les terroristes? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je comprends le terrorisme. Je comprends ce qui se passe cosmiquement. Je ne peux pas être pour le terrorisme, pas plus que je peux être pour la guerre. Pas plus Avec tout ce que vous dites, on peut toujours interpréter ça négativement. C'est ça, c'est pour ça que je ferme ma gueule, je ne parle pas. Je ne parle pas. C'est pour ça que je ne me laisse pas interviewer, excepté par vous. Et jamais je me laisserai interviewer autre que par vous. Quand vous serez fâché, je me ferai que j'en trouverai un autre, comme vous. Je vois pas comment on peut être fâché ni écœuré devant ce qui coule de source. C'est que les hommes ne sont pas suffisamment intelligents pour m'interviewer. Parce que quand ils m'interviewent, ils mesurent, ils jugent, ils colorent ce que je dis. Et je ne veux pas que les gens colorent ce que je dis. Je ne veux pas. Je veux que les gens comprennent ce que je veux dire, pas ce que les autres pensent que je veux dire. Le Nord de Montréal, dans la presse, ils battent les terroristes. Les gens sont... Oui, je vous assure que les gens sont cons comme ça. Hein? Oui. Ce qu'un journaliste se ferait comme capital politique. Oui. Pour se payer de matin. Face aux prises d'otages, là, quelle attitude adopter? Faut-il céder au chantage ou bien accepter de sacrifier des innocents? Écoutez, là je veux bien parler du terrorisme sur le plan cosmique, mais je ne veux pas rentrer dans le terrorisme, je ne veux pas faire de la politique en arrière et dire comment ça devrait fonctionner. Parce que
parce que je ne veux pas m'impliquer. Je ne veux pas m'impliquer. Si on parlait des médias d'information, justement. L'événement du terrorisme, ce qui se passe au Moyen-Orient, je l'ai tout écrit chez nous. J'ai marqué la date, ça va se résoudre, tout ce qu'on va faire, papa. Je l'ai mis dans mon safe. C'est ce que je fais quand il y a des crises. Je l'écris d'avance, je l'écris, ensuite je le mets dans mon safe. Toutes les crises sont connues, je les mets dans mon safe. La crise du FLQ, c'est dans mon safe. Mais je ne veux pas parler de ça. D'ailleurs, on a trop de choses à parler que de ça. C'est évident que si vous commencez à me lancer dans ce que l'on devrait faire sur le plan politique, comment les nations devraient, ça va prendre 15 heures. Ça va prendre... Vous savez ce que je peux parler? Oh oui. Bon. Il faut rester au niveau de ce qu'on a commencé. OK. On change donc d'octave. La télévision, aujourd'hui, dans le monde. On a 15, 20, 30 canaux, chaînes. On a un outil entre les mains qui pourrait être quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'éducation du peuple ou des masses, etc. Et on s'en sert comme d'un instrument d'abrutissement. Je vais vous dire une chose, et je vais résoudre toutes les questions que vous avez demandées. L'homme, si vous saviez la différence entre de la conscience et de l'inconscience, si vous saviez le pouvoir de la conscience, si vous saviez ce que de la conscience pourrait foutre de merde dans de l'inconscience, tout ce qui se passe dans le monde fait partie de la conscience expérimentale de l'humanité. Et nous vivons un cycle. Il y a des pouvoirs énormes qui manipulent tout le matériel. Et c'est à la fin du cycle, lorsque sera connu, reconnu dans le monde, ce que l'on peut appeler aujourd'hui le grand initié, qui travaillera à partir d'un corridor éthérique. C'est à partir de ce temps-là qu'il se produira dans le monde des changements profonds pour l'évolution et la synthèse de la civilisation occidentale. D'ici à ce temps-là, tout ce qui se passe fait partie des bonnes intentions des hommes, fait partie des erreurs des hommes, fait partie de la concupiscence des hommes, fait partie de l'inconscience de l'homme. Et avec le temps, il y a de l'ajustement, il y a de plus en plus de conscience sociale qui, aujourd'hui, est capable de mettre de l'ordre dans un certain désordre. L'affaire des hommes et des femmes d'âge d'or, concernant le programme des indexations, c'est un exemple. Donc, il y a effectivement, dans nos pays surtout, beaucoup de démocratie, mais il y a aussi beaucoup d'activités qui semblent être anti-hommes. Mais ces activités qui semblent être anti-hommes font partie de l'impossibilité chez les êtres humains, aujourd'hui, de converger sur le plan technique, dans l'exploitation maximale d'une science, dans l'exploitation maximale de cette technologie, parce que tous les hommes n'ont pas encore vécu ce que j'appelle le grand choc. Il faudra que les hommes vivent le grand choc, et lorsque les hommes auront vécu le grand choc, vous verrez toute cette instrumentation, toute cette technologie se changer dans la direction et commencer à être utile pour l'humanité. Autant sur le plan de la pollution, autant sur le plan de la technique, autant sur le plan de l'information, de la désinformation, tout ceci va changer. Mais il n'y aura pas de changement tant que ce personnage ne sera pas connu dans le monde. Lorsque ce personnage sera connu dans le monde, à ce moment-là, il y aura des changements parce que la descente sur la planète Terre des forces supramentales concrétisées dans le cerveau et la personne humaine de cet être-là que l'humanité découvrira sera l'expression sur la Terre des forces cosmiques et du pouvoir cosmique. Donc, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas d'ordre, il n'y aura pas de religion, il n'y aura rien qui pourra empêcher la réorganisation psychologique de l'humanité et la réintégration sur la Terre de nouveaux pouvoirs évolutifs. Ça fera partie du nouvel âge. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter, parce que nous avons énormément de contacts
karmique avec les Atlantes. Nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle technologie qui, de par sa propre mécanicité, constamment ouvre des portes, et parce que l'homme, à cause de sa passion, à cause de sa concupiscence, à cause de son besoin de constamment créer à partir du bas, est obligé de créer, changer, au lieu de développer ou de maintenir une continuité dans les produits. De sorte qu'il y a aujourd'hui une cacophonie dans la production mondiale de toutes les choses, et l'homme, lui, il est celui qui est exploité. Autant sur le plan du marketing, autant sur le plan politique, autant sur le plan sociologique, à tous les niveaux. C'est pour ça que je dis, nous, d'ailleurs, c'est une remarque que je ferai à n'importe qui, c'est que l'homme, aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous entrons dans l'époque de l'individualité intégrale. Donc, aujourd'hui, comme jamais auparavant, l'homme ne peut plus, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne peut plus, il ne pourra plus se permettre de penser comme l'homme ancien, de subir comme l'homme ancien, et d'être affaisé émotivement par ce qui se passe d'une façon discontinue dans le monde. Donc, vos questions, toutes vos questions que vous pourriez demander concernant ce qui se passe dans le monde, et qui probablement pourraient intéresser la salle sur le plan de l'explication, ça ne sert à rien, parce que je dois dire à la salle que l'homme, dans sa conscience individualisée, n'est plus affecté par ce qui se passe dans le monde. Donc, si nous observons ce qui se passe dans le monde et que nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le monde, nous sommes affectés. C'est pour ça que je dis, c'est très important pour nous de comprendre, et ensuite, lorsque nous observons, de voir à ce que nos observations ne nous affectent pas. Mais si nos observations nous affectent, à ce moment-là, nous ne comprenons pas bien. Et là, il est le danger. C'est là que les masses sociales peuvent vivre une défaillance psychique qui, sur le plan individuel, devient une dépression, qui devient un mouvement vers le suicide, qui est ainsi de suite. C'était ma prochaine question. Oui. Alors, il est évident que moi, quand je parle, quand vous me demandez des questions, que je parle de l'homme, je parle toujours de l'homme individualisé. Je ne parle jamais de l'humanité. Je parle de l'homme individualisé. Et je sais que, sur le plan de l'humanité, il y a des choses qui doivent être vécues. Si simplement vous constatez que au XXIe siècle, il y aura sur notre planète l'ouverture d'un tunnel éthérique, et que l'ouverture de ce plan parallèle avec la matière permettra à des hommes d'entrer en contact avec une nouvelle dynastie. Les hommes télépathiquement dans le monde, quelle que soit leur position géographique dans le monde, seront en contact avec une nouvelle dynastie qui travaillera sur des plans qui ne font pas partie aujourd'hui de l'expérience psychologique de l'homme. Donc, pour moi, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je regarde que nous arrivons à une porte. Nous arrivons à une porte, et plus nous arrivons vers la porte, plus la pression dans la porte, elle est grande, ce sont les événements mondiaux, mais qu'à un certain moment, cette porte s'ouvre. Mais lorsqu'elle s'ouvre, cette porte, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est le choc qui permet à des individus de passer dans une autre dimension, s'ils sont capables de vivre cette nouvelle énergie, et d'autres de mourir de frayeur. C'est ça. Donc à ce moment-là, les événements, le terrorisme, et ainsi de suite, si nous en parlons, il nous faut nous en parler d'une façon intelligente. Je vous explique que la fonction du terrorisme international, sur le plan cosmique, c'est de forcer les nations à s'unir ensemble, afin de briser le nationalisme, afin de briser la psychologie parcimonieuse des peuples, briser le manque de fraternité politique entre les peuples. C'est de forcer les peuples, finalement, à prendre des décisions unanimes. Donc, le terrorisme, sur le plan cosmique du terme, il est essentiel, il est nécessaire. Et il durera tant qu'il sera nécessaire qu'il dure. Les peuples ne pourront jamais arrêter les nations, ne pourront jamais arrêter le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est l'ultime arme politique astrale. C'est l'ultime arme politique astrale, le terrorisme. Ce n'est plus la guerre. Les nations aujourd'hui sont capables de contrôler la guerre, mais les nations ne peuvent pas contrôler le terrorisme. C'est l'ultime arme astrale contre les nations, parce que les nations ont à apprendre à finalement travailler ensemble pour créer un monde nouveau. Donc si nous vivons aujourd'hui du terrorisme, c'est parce qu'il y a des Américains, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des peuples qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'esprit de ces peuples. Chaque peuple a un esprit. Le chiite possède un esprit.
Le Palestinien a un esprit. Le Juif a un esprit. Le Français, l'Américain a un esprit. Le Canadien a un esprit. Et ces esprits doivent être un jour initiés. Mais ils ne peuvent pas être initiés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de pouvoir sur la terre. Donc, comme il n'y a pas de pouvoir sur la terre qui soit créatif, il y a un pouvoir sur la terre qui est parapolitique, et ça, c'est le terrorisme. Donc, ce que nous avons aujourd'hui dans ce que nous appelons le terrorisme, c'est simplement la continuité dans l'épreuve humaine de sa politique insouciante, inconsciente, de sa politique souvent machiavélique, de sa politique qui aussi manque de vision, même dans le moment où il devrait y avoir de la vision. Je n'ai aucune sympathie pour les gouvernements qui ne savent pas gouverner. Je n'ai aucune sympathie. Donc on assiste à un changement de valeur. C'est un changement de valeur profond qui terrorise le psychisme humain et qui permet finalement à l'homme de se rendre compte que la conscience collective, que les idéologies sont de l'engrais semé dans la terre humaine pour faire pousser des mauvaises herbes. Il n'y a aucune idéologie sur notre planète qui soit pour âme. Elles sont toutes anti-âme. Je vous somme de me nommer n'importe quelle idéologie, je vous démontrerai qu'à la fin, elles sont anti-âme. Ce n'est pas quand elles commencent, quand elles germent, les idéologies, qu'elles sont dangereuses. Ce n'est pas quand elles sortent du cerveau des initiés qu'elles sont dangereuses. Quand je parle des initiés, là, je parle de ces hommes qui se fondent avec l'évolution, à un niveau ou à un autre. C'est quand elle est manipulée par ceux qui viennent après. Ce n'est pas le Nazaréen qui est responsable du scandale de la Banque d'Italie. Ce n'est pas le Nazaréen qui est responsable du blanchissage de l'argent de la mafia à travers le Vatican, sous l'œil vigilant d'un grand monseigneur. Ce n'est pas le Nazaréen. Ce n'est pas Marx qui a foutu dans l'esprit du communisme la maudite tentation de vouloir contrôler ce que l'homme pense, de lui dicter ce qu'il a le droit de penser. Je vais vous dire une chose. Vous me demandez quel est le peuple aujourd'hui qui est le plus intelligent de la Terre. Je vais vous le dire. C'est le peuple chinois. Le peuple chinois, c'est un peuple qui a passé par le féodalisme, qui a passé par la révolution, qui a passé par l'autre révolution culturelle et qui finalement aujourd'hui va aux États-Unis et demande à ces compagnies américaines de leur amener à Pékin un fast-food pour nourrir les masses, qui va aux États-Unis et qui regarde dans le monde qu'est-ce qui se passe, qui serait bon pour notre peuple, au lieu de se foutre dans l'œil l'impression qu'ils sont obligés de vivre une forme de communisme à la Trotsky ou à la Boukhanine qui ne représente dans le fond que de l'exploitation des peuples slaves. Je vais vous dire une chose, les Français, les philosophes français, Jean-Paul Sartre et tous les grands Français et certains philosophes anglais ont eu la responsabilité en Europe de maintenir dans la pensée européenne l'espoir d'un marxisme communiste intégral. Ils se sont fait foutre. Toute la gang. C'était à l'intelligentsia, justement, de dénoncer cet état. Exactement, c'était à eux de dénoncer. Oui. Ils se sont fait prendre. Vous savez pourquoi ils se sont fait prendre? Parce qu'ils ont pensé que dans l'idéologie communiste, il y a de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a que de la démagogie. Ce qui est intelligent, c'est de dire à un peuple, qu'est-ce que toi tu as de besoin? Pas à imposer à un peuple ce qu'il a de besoin. Vous savez ce qui rend l'Amérique forte. Ce qui donne à l'Amérique sa puissance, c'est que l'Amérique, et d'ailleurs ce qui a redonné à l'Amérique son économie, c'est qu'en Amérique, ce sont des peuples qui sont venus de tous les pays de la terre, qui ont souffert l'oppression de toutes les sortes, et qui en ont ras-le-bol de se faire dire comment
faire telle chose et comment faire telle chose. Ils ont formé une nation qui, aujourd'hui, d'État à État, possède une conscience unique. La Californie, Alabama, Texas, ainsi de suite, ils ont tous une conscience unique. Et toute cette conscience ensemble forme les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'elle est forte, l'Amérique. Parce que, en tant que nation, sur le plan de la régionalité parlementaire, elle a maintenu une sorte d'individualité. C'est pour ça que les Américains sont forts. Et je vous assure une chose, si jamais les Américains, si jamais les Russes se mettent dans le pif de vivre un conflit avec l'Amérique, ils vont se faire sauter. Je vais vous dire une chose. Là, je regarde cosmiquement les choses. Et ils le savent, les Russes. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Cosmiquement. Cosmiquement, ça veut dire sans émotion. Ça veut dire comme ça. Hein? Vous savez que Truman, quand il a laissé tomber les 2 pruneaux sur le Japon, vous savez ce qu'il a fait? Ce que ça l'a fait? Pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour dire aux Russes, dans ce temps-là, ce n'était pas conçu comme ça. Je parle cosmiquement. Les hommes, les présidents ne savent pas ce qu'ils font cosmiquement. Ça a permis que les Russes, qui sont des grands antagonistes de l'Amérique, savent que when you can do it once, you can do it twice. Et c'est depuis ce temps-là que les Russes ont la frousse de la guerre. Et les Américains, c'est un peuple pacifique, les Américains. Ils ne sont pas intéressés à la guerre, ils sont intéressés à Las Vegas, ils sont intéressés au building, ils sont intéressés à construire. Ce sont des Romains, les Américains. Ils ne sont pas intéressés à la guerre. Mais poussés contre le mur, ils vont vous foutre tout en train. Alors, ce qui nous intéresse, c'est... Vous demandez à n'importe quel initié de faire une étude occulte de l'Amérique et de la Russie, et on vous dira que l'Amérique est supportée par les forces de la lumière, très loin, beaucoup de brume, mais très loin, et que la Russie, elle est supportée par les forces des ténèbres. Et Reagan, il n'était pas fou, même s'il ne savait pas ce qu'il disait quand il disait que la Russie, c'est l'empire du mal. Autrement dit, si vous voulez parler de choses, répondre à des questions, il faut toujours répondre cosmiquement, jamais psychologiquement, jamais d'une façon éduquée à l'université, toujours d'une façon qui est intégralement reliée entre la conscience de l'individu sur la Terre et la conscience cosmique de l'homme sur les autres plans. À ce moment-là, vous ne risquez pas de vous tromper, et en plus, vous ne risquez pas de parler pour rien et de parler quand vous ne devriez pas parler. Autrement dit, vous demeurez anonyme. Qu'est-ce qui nous permet d'accéder à cette façon-là de voir les choses? Ce qui nous permet... En même temps, comment franchir la porte dont vous parliez tout à l'heure? La seule chose qui empêche l'homme de franchir la porte, c'est la crainte de ce qu'il pense. Les hommes ont la crainte. Moi, je parle dans la salle. Je peux dire des choses, des fois, qui vont énerver des gens. Moi, je ne dis rien de neuf. Je ne dis rien de neuf. Je parle d'une façon nouvelle, mais je ne dis rien de neuf. Ce que je dis, les gens, l'homme, dans son fond, dans le fond de son être, il le sait. Il le sait. Mais est-ce qu'il va le vivre? Il le sait. Ben oui, il le sait. Tous les gens savent. L'intelligence, elle appartient à tous les hommes, elle est diffuse dans tous les hommes. Mais les hommes ont peur de la vivre, leur intelligence. Parce que, avant de la vivre en public, comme moi je le fais, il faut la vivre dans le privé. Il faut la vivre dans l'intériorité. Il faut la vivre dans le doute de soi-même. Et l'homme a... Vous savez qu'est-ce que c'est le plus grand problème de l'homme? C'est que l'homme a peur d'être en erreur. Tous les hommes ont peur de faire des erreurs. Vous savez qu'est-ce que c'est une erreur? C'est une illusion. Toutes les erreurs sont bonnes. L'homme a peur de faire des erreurs. Il a peur de se damner. Il a peur d'aller en enfer. Il a peur de rencontrer le Jésus sur le mauvais côté de la Seine. L'homme. Tout d'un coup, au lieu de rencontrer le Jésus, il rencontre le Satan. Et le Satan, c'est le Jésus déguisé. L'homme, l'homme a peur de l'erreur.
Et c'est par la crainte de l'erreur que les religions ont maintenu leur pouvoir sur la psychologie de l'homme et automatiquement infusé dans son psychisme l'impotentialité séculaire. L'erreur. L'erreur de quoi? Est-ce que dans 2000 ans, nos descendants parleront de la mythologie du surhomme ou du supramental? Non, je vous assure une chose, que l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, c'est une autre ballgame. C'est une autre conscience. Il n'y en aura plus de mythes. On va les remettre avec les boulamites. Ce sera une science. Ce sera la science. C'est de ce qu'on va parler le Vous mois prochain. imaginez, la mythologie, pourquoi est-ce qu'elle existe, la mythologie? La mythologie, elle existe, ou la religion, elle existe, ou les spiritualités, elle existe. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas capable de communiquer télépathiquement avec les circuits universels. Si l'homme était capable de communiquer avec les circuits universels d'une façon télépathique, il saurait ce qui se passe. Mais non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il possède un mental inférieur qui est directement relié à son émotivité. Ça passe pas. Votre radio, mon radio, son radio, un radio, c'est un radio. On est tous radiophoniques. Les ondes passent dans le cerveau, s'enregistrent. Mais l'homme ne se sert pas de son cerveau.